Bienvenue dans cet épisode des Résilientes. Je suis Caroline Lepinteur, naturopathe, coach et votre hôte. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Maya Duvillard, une jeune femme de 21 ans, auto-entrepreneuse dans le marketing digital, dont le parcours de vie est à la fois bouleversant et inspirant. Après un tour du monde d'1 an, Maya a découvert qu'elle souffrait d'une tumeur au cerveau, un oligodendrogliome de grade 3, nécessitant une opération d'urgence et des traitements lourds. Malgré cet énorme coup du destin, elle a réussi à lancer son activité en 2024, prouvant que même face à la maladie, on peut continuer à réaliser ses rêves. Dans cet épisode, Maya nous raconte comment elle concilie sa passion pour l'entrepreneuriat et ses traitements et pourquoi la santé reste toujours sa priorité. Soyez prêts à découvrir une histoire de résilience et de courage. Maya, bienvenue dans Les Résilientes. Merci, enchantée. Je suis très heureuse de t'avoir avec moi, d'échanger ici sur ce podcast parce que ton témoignage m'a vraiment touchée. Je t'ai découverte au travers du compte We Are Passions, où j'avais moi-même témoigné. C'est vrai que quand je t'avais contacté, tu m'avais dit, je suis pas sûre d'avoir ma place sur ton podcast parce que aujourd'hui, je suis pas vraiment en rémission du cancer. Et je t'avais répondu, le but des résilientes, c'est pas en tout cas, de présenter une image idéalisée de la résilience et de la positivité. Au contraire, c'est de montrer la réalité telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas, ses moments de doute, de peur, mais aussi de courage, et même lorsqu'on ne se sent pas forte. Et ton parcours, il est vraiment précieux parce qu'il est authentique. Et c'est cette authenticité que je voudrais partager aujourd'hui avec les personnes qui nous écoutent. Les personnes qui traversent des épreuves de santé ont souvent besoin d'entendre des histoires comme la tienne, où voilà, il y a une lutte qui est quotidienne, où la lumière au bout du tunnel n'est peut-être pas encore visible, mais où l'on continue d'avancer malgré tout. Donc, merci d'avoir accepté d'être Avec plaisir. là aujourd'hui. Est-ce, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore? Absolument. Donc, moi, j'ai 21 ans et je suis entrepreneuse depuis 1 an, ou même pas, moins d'1 an maintenant. J'ai commencé en janvier 2024, là, on est en septembre, donc ça fait 9 mois. Avant ça, j'ai fait 1 an de tour du monde qui m'a permis de voyager, de vivre pleinement et de me rendre compte de quels étaient mes vrais objectifs et quelle était ma personnalité. Parce qu'à 20 ans, 19 ans, on ne sait pas. Moi, en tout cas, j'étais complètement perdue. Donc, j'ai arrêté une école de commerce parce que j'avais envie de voyager. Je suis partie voyager et aujourd'hui, en tout cas jusqu'à la maladie, l'objectif c'était de vivre, pleinement chaque jour et de voyager le plus possible et de m'entourer des bonnes personnes et de grandir, en fait. Je me considère encore comme un bébé et j'ai besoin de grandir. Donc, ton tour du monde, il s'est déroulé à partir de quelle date? Septembre 2022 jusqu'à septembre 2023. D'accord. Et donc, en repensant à ton tour du monde, est-ce que tu te souviens d'éventuels signaux ou de symptômes que ton corps aurait pu t'envoyer avant le diagnostic? Même si, bon, il te paraissait anodin à ce moment-là. Ouais, non. Encore aujourd'hui, je pense que le corps est bien fait et que, tu vois, j'avais cette rage de me dire: «Je vais jusqu'au bout». En fait, je m'étais vraiment fixée, je pars le 13 septembre 2022, je rentre le 13 septembre 2023, je ne rentrerai pas avant. Heu, C'était un gros objectif pour moi et je m'étais dit: «C'est j'ai 1 an de ma vie, en fait, pour faire ce que je veux» et je m'étais dit: «Je vais pas le gâcher, même de 24 heures». Tu vois, la veille, je rentrais pas et je n'ai eu aucun symptôme. Mon corps ne m'a rien montré, alors qu'en réalité, quand on a rencontré le neurochirurgien, il nous a clairement dit que la tumeur était là depuis au minimum 1 an, parce qu'elle était calcifiée. Donc Ah c'est oui. là où je me suis dit: «C'est sûr qu'elle était en tour du monde avec moi». En fait, elle grandissait. Alors est-ce qu'elle a pris 1 an pour grandir ou est-ce qu'elle avait déjà bien grandi et il y a eu une dernière poussée qui a fait qu'on l'a découverte? On ne saura jamais, mais je n'ai eu aucun symptôme. Tu vois? Il y avait pas de fatigue, il y avait pas alors la fatigue, mais comme tout le monde, tu vois? J'étais fatiguée, je voyageais, je changeais de ville tous les 3 jours. C'est un mode de vie qui est épuisant, donc
pour moi, la fatigue, elle était normale, justifiée, et même pas, même aujourd'hui avec le recul, je la trouve pas étonnante, cette fatigue. Même hors maladie. J'aurais été fatiguée pareil, je pense, sans la maladie. Et en réalité, aujourd'hui, je me rends compte que le corps est bien fait parce qu'il m'a tout caché pour que je puisse finir mon voyage. J'avais la telle niaque d'aller jusqu'au bout que je l'ai fait. Et c'est au bout de 10 jours que je me suis dit, ah, là, il y a un problème. Mais avant ça, j'avais pas eu un mot de tête, pas un vertige, pas une crise d'épilepsie. D'ailleurs, j'en ai jamais eu. Mais je n'avais jamais rien eu comme symptôme du tout. OK, donc tu reviens de ce fameux tour du monde en 2023. 10 jours après, ton corps commence à te parler, à émettre des signaux, on va dire. Comment ça se passe? Quels sont les symptômes que tu as? J'ai eu, en fait, bah, ça va d'ailleurs, c'est un an jour pour jour aujourd'hui que qu'on m'a convoquée chez le neurochirurgien. Mais en fait, j'ai le premier week-end où je n'avais rien de prévu. J'avais un anniversaire, une crémaillère chez une amie, c'était tout. Un samedi soir. Donc le samedi, ça commence, en fait, je fais une grosse sieste. Mais je me dis: «Punaise», en même temps, je relâche toute la pression, quoi, d'un an de «survie» entre guillemets seule. Je suis enfin à l'abri, je suis chez mes parents, je sais que je suis en sécurité, quoi qu'il se passe. Ça relâche. J'ai dormi, fait une grosse sieste et je me réveille au bout de 2 heures et là, maux de tête, fort, mais je prends un paracétamol et ça passe. Ni vu ni connu, je vais à la crémaillère. Là, je me sens fatiguée quand même, donc 23 heures, ce qui est étonnant pour moi parce que je fais beaucoup la fête. 23 heures, je rentre chez moi, mais vraiment fatiguée, j'avais besoin de rentrer. Je vais me coucher, le lendemain, dimanche, je me réveille, tout va bien et au bout d'une heure, rebelote. Maux de tête, et là, pareil, paracétamol, tout allait bien. La journée se termine au bowling avec mes parents où c'était revenu maux de tête. Pour le coup, il y avait aussi sensibilité à la lumière et au bruit. Et là, je me dis, oh, je suis fatiguée, ma tête, et nausée. Grosse nausée, j'ai pas dîné. Et le lendemain matin, je me réveille avec une sensation vraiment de trop plein dans la tête, un casque de douleur. Et, et les symptômes se sont vraiment arrêtés là parce que j'ai été aux urgences sous instinct maternel de ma maman. Parce que le 15, ils m'ont dit, t'es jeune, t'es en pleine forme. Parce que pour le coup, j'étais au pic de ma forme physique. Moi, non, c'est pas grave. Donc voilà, on m'avait dit de ne pas aller aux urgences pour ne pas les boucher. Mais quand j'ai commencé à vomir à jeun en ayant mal au crâne, ma mère, elle a dit non, il y a un problème. Et l'urgentiste m'a sauvé la vie ce jour-là. Il m'a donné de la cortisone, il m'a fait faire tous les bons examens. Et ça m'a sauvé la vie. Et en fait, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais, jamais eu mal à la tête. Jamais. D'accord, et donc comment ça se passe? C'est le même jour qu'on te diagnostique, le cancer? Non. En fait, ce jour-là, aux urgences, ils m'ont fait faire un scanner, vraiment par mesure de sécurité en plus, hein, et heureusement. Scanner où ils ont vu un hématome, et ils m'ont fait faire une IRM dans la foulée. Et en fait, ce soir-là, on m'a dit, bon, écoutez, on ne peut pas vous donner les résultats parce que j'étais dans un petit hôpital qui dépendait du CHU de Grenoble. Donc, ils m'ont dit, là, vous prenez la cortisone parce que de toute façon, un hématome, il y est, on le sait. Donc, il faut baisser l'inflammation, donc cortisone. Et demain, c'est le CHU de Grenoble qui vous rappellera pour vous dire ce qu'il en est, quoi. Mais moi, j'étais inquiète de rien du tout. J'étais loin de me douter que j'avais un problème. Et le lendemain, du coup, le CHU m'a convoqué et m'a dit, voilà, vous avez rendez-vous demain avec un neurochirurgien. Donc, en l'espace de 48 heures, je suis rentrée aux urgences et je suis ressortie du neurochirurgien, quoi. C'était lunaire. Et donc, à ce rendez-vous-là, le médecin me dit, écoutez, voilà ce qui se passe. Vous avez une tumeur dans le lobe frontal droit qui est très agressive, qui est calcifiée. Donc, elle était là depuis un moment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout enlever et prendre des marges. Donc, on vous opère la semaine prochaine. La mauvaise nouvelle, c'est que va falloir la mettre en anapathe, donc en biopsie, pour savoir ce qu'il en est. Ça peut être bénin, ça peut être malin. À ce moment-là, il me dit clairement, on ne sait pas. On ne peut pas savoir si c'est malin ou bénin. Par contre, on la mettra en analyse et on se retrouve un mois après l'opération pour faire le point. Et c'est donc un mois après l'opération qu'on m'a dit, voilà, c'est malin, c'est un grade 3, c'est une maladie qui se traite bien, qui est connue, on sait la traiter. Par contre, il faut qu'on commence très rapidement, sinon ça revient et c'est sûr. Ça a été une véritable descente, aux enfers parce que tu reviens du tour du monde. Tu étais libre et tu as vécu quand même de sacrées péripéties pendant un an, seule. Tu reviens chez toi, ton corps commence à voilà, hein, te livrer, certains messages et en 48 heures, on t'annonce que tu as un cancer C'est ça. de grade 3. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment et comment tu l'as vécu émotionnellement?
à la réception du diagnostic? Ben, franchement, j'étais, choquée parce que encore une fois, même un mois post-op à me dire: «Ouais, c'est peut-être grave, c'est peut-être pas grave, je sais pas». Moi, j'étais convaincue que tout allait bien parce que c'est une idée vraiment préconçue et fausse de ma part, mais je me suis toujours dit: «Si j'étais gravement malade, je le saurais. Mon corps, il me le dirait». Donc là, il y a une perte de confiance immédiate en mon corps, de me dire: «Mais en fait, je comptais sur toi et tu m'as lâché, genre c'est pas cool». Et surtout de se dire: «Mais là, maintenant, ma vie, je fais quoi?» Parce que ce qu'on m'a dit tout de suite, c'est qu'on pouvait le traiter, mais on pouvait pas le guérir. Donc en fait, on sait que là, sur le coup, bah, on peut en faire quelque chose. Par contre, on sait aussi que je serai jamais en rémission. On sait aussi que ça va revenir. Alors pas demain, mais dans 5, 10, 15 ans, c'est fort probable que ça revienne, à moins qu'il y ait une avancée sur le marché, pharmaceutique. Mais pour l'instant, là où on en est aujourd'hui, c'est que ça va revenir. Donc là, tu te dis, tu as 20 ans et tu te dis: «Mais maintenant je fais quoi? Et quel est l'intérêt de faire tout ça?» Parce que moi, je vivais à ce moment-là, mes projets, c'était le voyage comme, toute personne de 20 ans a ses projets, hein. Mais moi, en l'occurrence, c'était la liberté, c'était de partir, c'était de pas vivre en France. Je me suis toujours dit que je vivrais pas en France, tu vois, depuis enfant. Donc là, de me dire: «Mais maintenant, je suis coincée en France», surtout que la sécu en France, elle est pratique, tu vois? C'est-à-dire que c'est vraiment avantageux. On a un système de santé qui tient debout, qui est de bonne qualité. On peut recevoir des soins. Donc là, tu te dis: «Mais en fait, je suis coincée dans ce système-là, mon corps, il m'a déçue. Comment je construis là-dessus? Qu'est-ce que je fais?» J'ai pas envie de subir et en fait, ce qui est le plus fou, c'est que moi, j'avais peur des traitements, mais pas de la maladie. Tu vois, moi, tu me dis: «Tu as un cancer», je dis: «OK, d'accord». Mais par contre, la première question que j'ai dit: «Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des traitements?» Parce que c'est les traitements qui me terrifiaient, tu vois? De te dire: «Mais tu vas perdre tes cheveux, tu, vas être faible, tu vas perdre du poids ou prendre du poids ou plein de choses». C'est terrifiant, hein. Franchement, tu es là, tu passes d'une vie où tu faisais la fête en Colombie 3 semaines avant et là, on te dit: «Ben, en fait, va falloir faire de la chimio, de la radiothérapie» et là, tu te dis: «Non, mais c'est pas possible». Enfin, c'est un cauchemar et en fait, c'est vraiment ça qui était terrifiant, c'est de se dire: «OK, je suis malade, mais il faut des traitements qui sont ultra lourds, qui sont très toxiques aussi, surtout que moi j'aime bien prendre soin de mon corps, donc là je me dis: «Mais il y a un aspect qui est pas logique parce qu'on nous dit qu'il faut prendre soin de notre corps et en même temps on nous met des toxines dans le corps». La chimio, c'est ça, hein et rationnellement, je comprends l'intérêt, mais quand tu y penses, tu te dis: «Mais je veux prendre soin de mon soi, laissez-moi manger des légumes, quoi», tu vois? Plus que de me mettre plein de toxines dans le corps. Donc c'était vraiment un aspect où, OK, je comprends l'intérêt et en même temps, je j'ai du mal à le voir parce qu'une vie qui n'a pas la qualité, qui ne me nourrit pas, littéralement, où je peux pas faire ce que je veux, où j'ai pas cette grande liberté et cette innocence aussi, hein, de vivre à 20 ans. Est-ce que je veux vraiment de cette vie-là? Et c'est des questions que je me pose toujours aujourd'hui, mais au moment de l'annonce, c'était: «Mais là, je passe 1 an en France, en traitement, toutes les semaines à avoir des rendez-vous médicaux, des prises de sang». Là, tu te dis: «Mais je rentre dans une cage pour hamster, en fait et je vais tourner comme ça sur le tapis et ça va jamais s'arrêter». Et au moment du diagnostic, c'était vraiment ça, c'est de me dire: «OK, je suis malade, mais là, il me faut des traitements» et c'était là le plus gros problème. Donc lorsque tu as reçu le diagnostic, est-ce que tu te souviens de tes premiers réflexes? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Je me rappelle pas. C'est fou, mais mon cerveau, tu vois, il a omis les informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me rappelle, très brièvement de mon séjour à l'hôpital, très brièvement des annonces. C'est des choses où le choc a fait qu'aujourd'hui, le trauma, je m'en rappelle pas. J'aimerais bien pouvoir m'en rappeler mais je me rappelle même pas du rendez-vous avec le chirurgien où il me dit que c'est grave. Je complètement omis l'information. Mmh. Donc une semaine après, tu as subi une opération d'urgence, c'est ça? En fait, ouais, donc quand il m'a dit: «On a trouvé une tumeur, on ne sait pas ce que c'est, on vous opère», on m'a opérée une semaine après qu'on m'ait dit ça et du coup, un mois après l'opération, j'ai eu les résultats et c'est là où on m'a dit qu'il fallait que je commence le traitement. OK. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période, physiquement et mentalement? Parce que c'était quand même pas rien là, ce que tu as vécu. Entre l'opération et le diagnostic final? Voilà. Et ben, ouais, c'était horrible parce qu'en fait, au début, je voulais pas du tout, être hospitalisée, je voulais pas me faire opérer, en fait, c'est terrifiant parce qu'on est balancé dans un monde, qu'on connaît pas du tout et là, on me dit: «On va vous ouvrir la boîte crânienne, on va vous mettre, des vis, des agrafes». Moi, j'avais jamais eu des points de suture dans ma vie. Jamais, j'avais même pas eu de cicatrice, j'avais rien.
Donc là, c'était terrifiant. On m'a dit: «Tu passes une semaine à l'hôpital». Je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer, ça va être l'horreur». Donc j'arrive à l'hosto, crise d'angoisse, mais c'était horrible. Donc on m'a donné des calmants, j'étais incontrôlable, en fait, parce que je savais c'était pas là ma place, ça sentait pas bon. C'était que j'étais dans un service de neurochirurgie, c'est que des personnes âgées qui ont des gros problèmes neurologiques. Moi, j'avais 20 ans, qu'est-ce que je fais là? Donc horrible et puis ensuite on m'opère et je me dis: «OK, heureusement que je rentre pas chez moi demain, quoi, hein». Parce que je me réveille, j'avais donc 24 agrafes sur la tête, donc j'étais toute tirée, j'avais des bleus, c'était compliqué et en fait, le temps passe vite parce que j'étais fatiguée. J'étais contente d'avoir de l'aide, des infirmières qui m'apportaient à manger où j'avais rien à faire et en fait, je suis même pas rentrée chez moi le jour de la sortie qui était prévue parce que j'étais terrifiée et tu vois, quand je me levais avec, le fait déjà d'être tout le temps allongée et le fait qu'il m'ait enlevé quand même un gros truc du cerveau, beh, ton corps, dès qu'il passe à la verticale, il a le réflexe de vomir, tu as le vertige. Donc dès que j'allais aux toilettes, dès que j'allais à la douche, je me sentais vraiment pas bien. Je me suis dit: «Mais si c'est ça chez moi», alors ça va, j'habitais chez mes parents, hein. Je me suis dit: «Mais ça va être horrible. Si mon nouveau quotidien, c'est ça, je reste à l'hôpital toute ma vie». Donc au final, je suis quand même sortie parce qu'à un moment donné, il fallait bien que je rentre et en fait, en 4-5 jours, j'ai assez vite récupéré. La plus grosse étape, ça avait été d'enlever les agrafes parce que ça me terrifiait. Pourtant, ça ne fait rien, hein. Ça pique, c'est tout, mais c'était terrifiant de me dire: «Attends, là, j'ai des trucs en métal dans le crâne», même pas de métal, mais je sais pas ce que c'est, mais on doit me les enlever. Et après, me dire: «Là, faut que je me lave les cheveux toute seule, faut que je me regarde dans le miroir», parce que l'heure dernière, je m'étais pas encore regardée dans le miroir et donc je savais qu'on m'avait enlevé un bout de cheveux, mais rien que l'atteinte à ton physique, à ta féminité, c'est compliqué. Donc déjà, tu te dis: «OK, là, je dois reprendre toutes ces habitudes toute seule», me confronter à cette nouvelle réalité aussi et en fait, en quelques jours, j'ai repris complètement la forme physique, donc j'ai été plus fatiguée tout le temps, ça allait mieux et puis, en fait, peut-être une semaine après qu'on m'ait enlevé les agrafes, je suis partie un week-end avec, ma meilleure amie en Italie, à la foire de la truffe et on a passé le week-end à boire du vin et à faire des cooking shows et c'était trop cool et en fait, c'est là où j'ai vraiment récupéré et où je me suis dit: «Mais en fait, ça va aller, ça c'est bon, j'ai tout récupéré, je vais bien, j'ai plus envie de vomir», bon, elle me lavait les elle quand je me lavais les cheveux, elle me guidait parce que tu vois, je sentais pas, j'avais pas la sensibilité sur la cicatrice le temps que ça se refasse et j'avais peur de la toucher. J'avais vraiment peur de la toucher et donc j'étais sous la douche et elle me regardait la tête, elle me disait: «OK, là tu y es presque, là tu y es presque, là tu es super loin, tu as le» tu vois? Donc rien que le rapport avec mon corps a changé parce que j'avais peur de mon propre corps et ça m'était jamais arrivé et en fait, en un mois, j'ai vachement récupéré et j'étais convaincue que ça allait aller et que, en fait, ma tumeur, elle était bénigne parce que je me suis dit: «Mais si c'était grave, je le saurais». Et en fait, pas du tout, hein. Mais dans ma tête, c'était: «Bah, ça va aller, j'ai récupéré l'usage de mon corps et c'est bon maintenant, on repart, quoi». Tu es vraiment courageuse parce que tu as quand même eu un sacré choc Mmh. et tu as quand même aussi très vite récupéré. J'étais très en forme, hein. Franchement, j'avais rarement été aussi en forme physique de ma vie que quand je suis rentrée du voyage. C'est aussi pour ça que ça m'a étonnée tellement, parce que j'avais un battement cardiaque au repos qui était celui d'un sportif. J'étais musclée. Donc en fait, la récupération physique et c'est là où je me rends compte de l'importance du sport dans le parcours santé, surtout quand on fait des traitements aussi lourds, c'est qu'on peut pas empêcher d'avoir un cancer via le sport. C'est pas possible et je m'en suis bien rendu compte. Mais par contre, la façon dont notre corps va réagir au traitement, la façon dont notre corps va s'adapter et récupérer, c'est là toute la différence. Et du coup, en fait, comme je faisais encore vachement de sport jusqu'à avant l'opération, j'ai récupéré une vitesse folle parce que j'avais la mémoire aussi musculaire qui faisait que dès que je bougeais, bah, je savais faire. C'était pas nouveau et du coup, mon corps a récupéré super vite. Qu'est-ce qui t'a permis de garder espoir et motivation? Parce que quand on reçoit un diagnostic comme ça, on a aussi un petit peu peur de ce qui peut se passer à l'avenir et même, la peur de la mort. Est-ce que tu y as pensé? Ouais, mais tu vois, je pense que j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de mal vivre, tu vois? Et c'est là où il y a un vrai décalage avec, les soignants, avec mes proches, avec mes amis. C'est que les gens se rendent pas compte que si c'est pour vivre une vie comme ça, où je peux pas vivre à fond et où on me maintient dans un système où j'ai pas envie d'être parce que mon propre corps me déçoit, hein, mais moi je me dis: «Je préfère mourir que de vivre une vie où je peux pas faire les choses à fond, où je peux pas faire ce que j'ai envie de faire». Parce que je me suis toujours dit: C'est ta vie en fait, fais-en ce que tu veux. Va là où tu veux, sors du moule, fais autre chose, sois différente, ose».
faire en fait, ose partir, ose t'adapter, trouver une culture qui est la tienne, etc. Et donc en fait, dès le début, je me suis dit, mais la mort, ça me fait pas peur. Ce qui me fait peur, à la limite, c'est de laisser mes proches derrière moi et de savoir que eux, ça leur fait du mal. Moi, pour moi, et surtout, je suis convaincue qu'il y a autre chose derrière et que c'est plus grand que juste ce qu'on voit devant nous. Donc ça m'inquiète pas. Ce qui m'inquiétait, c'était de me dire, OK, là, je suis coincée dans un corps qui fonctionne pas et je dois faire en sorte que la mort arrive le plus longtemps possible. Alors que je me dis, mais moi, la meilleure sortie possible, c'est la mort, en fait. Parce que là, vous m'empêchez de vivre. Et tu vois, quand j'en parle au chirurgien, je lui dis, moi, j'ai l'impression de survivre. Parce qu'on te fait de la chimio pour survivre, sinon je serais déjà morte. Il me dit, non, la survie, c'est les personnes tétraplégiques. Là, c'est de la survie, mais toi, c'est pas le cas. Je dis, mais déjà, vous n'avez pas le droit de minimiser ce que je ressens. Et en plus de ça, pas forcément. Parce que moi, j'ai des objectifs de vie qui sont pas forcément alignés à la société déjà dès le départ. Donc là, la vie que je voulais mener moi, on me l'enlève. Et c'est là où des fois tu te dis, bah, en fait, la mort me fait pas peur, mais j'ai pas envie de vivre comme ça. Et le combat, il est là. Il est de dire, mais comment est-ce que je peux avoir une vie qui me satisfait? Comment est-ce que je peux avoir une vie où je suis heureuse, où j'ai pas l'impression de rater ma vie, en fait, et de passer à côté des choses qui, pour moi, sont importantes de vivre? Comment je peux reconstruire un quotidien qui me nourrit? Parce que j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de construire des choses qui me font du bien et qui me donnent l'impression d'être utile, etc., etc. Mais comment aller chercher ça avec le diagnostic que j'ai et les prospectives d'avenir qui sont bonnes, hein, pour une vie lambda? Mais j'ai jamais voulu avoir une vie lambda. Et c'est là où le challenge il est, c'est que mourir, ça me dérange pas. Par contre, vivre comme ça, faut que je trouve la bonne façon de le faire. Et quelles sont tes sources de motivation et d'espoir? Tu t'accroches à tes valeurs? Ouais, je m'accroche à mes valeurs, à mes proches. Tu vois, moi, ce qui me porte vraiment, c'est de me dire, j'ai pas envie de faire de mal à mes parents, qui m'aident plus que possible en fait au quotidien, qui ont toujours cru en moi. Et j'ai pas envie de leur faire passer ce message de bah, moi, j'abandonne au moindre problème. C'est surtout ça. C'est aussi que j'ai une petite sœur qui a 16 ans et il est hors de question que je lui fasse du mal en disant que je veux pas faire les traitements, en disant que je veux pas faire les suivis. Parce que ce serait complètement, égoïste d'agir comme ça et j'ai pas envie d'agir comme ça envers mes proches. Donc c'est ça qui me tient aujourd'hui et l'idée que la médecine avance et que potentiellement un jour j'aurai plus besoin de médicaments, j'aurai plus besoin de suivi, même si je doute fort que ça arrivera dans les 10 prochaines années parce que tu vois, je me suis toujours dit: «Bah, voilà, mais 30 ans, je voudrais construire une famille et me poser». Le problème pour moi, c'est les 10 prochaines où là j'ai 21 ans, et c'est là où je voulais vivre plein de choses et voyager et être instable. C'est aussi là où j'ai besoin de plus de suivi, tu vois? Donc de me dire: «Bon, dans 10 ans, si j'ai des traitements au quotidien ou des IRM, tant pis parce qu'en fait, j'aurai ma famille, j'aurai construit des choses». Mais c'est cet entre-deux. C'est entre maintenant et dans 10 ans, qu'est-ce que je fais? Tu vois? Et donc c'est l'idée de me dire: «Bon, ben, je fais confiance à la médecine, je fais confiance en mon corps» parce qu'on m'a dit que là, tout de suite, on avait fait ce qu'on pouvait pour l'éloigner le plus possible et donc d'essayer de me dire: «Je vais construire quelque chose maintenant ou avancer et faire confiance en la vie pour qu'elle me donne ce qui est le mieux pour moi». Et c'est vraiment cette idée de me dire: «Bah, je m'accroche à ce qui est en l'univers sait ce qui est mieux pour moi», tu vois? Mmh. Dire là, ça t'a envoyé cette épreuve pour que tu la vives, pour que tu en sortes comme tu en sors, mais tu en sors et ensuite, on te donnera ce qui est bon pour toi à ce moment-là et donc là, tu vois, j'attends. J'attends que ce qui soit bon pour moi arrive parce qu'il arrive pas assez vite. Mais c'est ça qui me garde un peu, c'est de dire: «Bon, bah, voilà, tes proches, ils sont là, tu as de la chance, tu as ta famille». J'ai de la chance de vivre confortablement donc j'ai pas de séquelles, j'ai rien. Donc maintenant, j'attends juste que le nouveau projet débarque dans ma vie parce que je l'attends. Donc là, en 2024, tu t'es lancé à ton compte, tu es auto-entrepreneur dans le marketing digital. Mmh. Comment tu arrives à gérer les moments où, bah, il y a la fatigue Mmh. avec ce que tu as vécu et puis le travail? Parce que c'est quand même, pas simple entre les traitements, le travail. Comment tu gères ça? Pour moi, déjà, c'était l'idée de me dire, «Si je m'arrête, je tombe». Donc en fait, je savais que si je faisais rien, ça allait vraiment pas aller. J'avais besoin d'un truc auquel me raccrocher parce que l'air de rien, déjà un retour de tour du monde tout seul, c'est compliqué, en fait et je le savais. Je savais que déjà rentrer dans un gros voyage, émotionnellement, culturellement, même linguistiquement, tout est compliqué. Il faut se réadapter à la vie normale. Donc là, c'était un réadaptement à la vie moins bien que celle que je connaissais déjà avant. Donc je me suis dit: «Si j'ai pas un projet qui me porte, ça va être très, très compliqué.
Donc, j'avais ouvert mon entreprise 10 jours avant de tomber malade, enfin, avant de le découvrir en tout cas. Donc là, j'ai dit, bon, le timing est super parce que du coup, j'avais le droit à aucune aide sociale, rien du tout. J'étais lâchée en pleine nature. Mais au final, j'ai quand même décidé de commencer à travailler. Donc, j'ai fait ma formation. Et mon critère numéro un, quand j'ai commencé à travailler avec des clients, c'était de leur dire, écoutez, on joue carte blanche. Moi, je vous le dis, je suis un chimio, je suis malade. Il y a des jours où vous me contacterez, je ne vous répondrai pas. Euh, voilà, sachez que j'ai besoin d'adapter ma façon de travailler à cette période. Donc, j'avais pas une très lourde charge de travail. J'avais un ou deux clients. Je gagnais pas beaucoup, hein. Je faisais vraiment pas ça pour gagner des milliards. Surtout que moi, j'ai mes parents financièrement sur lesquels je retombe. Donc ça tombait très bien. Mais du coup, je leur ai clairement dit, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai besoin d'avoir le plus de liberté possible professionnellement parce qu'il se peut que je termine à l'hôpital. Il se peut que je puisse pas gérer votre projet en temps et en heure. Enfin, en tout cas, il faut que je m'adapte. Voilà, s'il y a un rendez-vous qu'on décale, bah, faut pas m'en vouloir. Parce que pour le coup, bah, mon corps, il a la priorité. Genre, je peux pas, si je suis malade et que j'ai de la fièvre, je vais pas pouvoir travailler. La chimio, ça détruit. Et ce qui est bien, c'est que les gens ont en général de l'empathie et limite de la pitié. Et du coup, quand ils voient quelqu'un qui a envie de bosser en plus, parce que ça se voit et c'était clair, sinon je l'aurais pas fait. Du coup, je donnais les résultats, simplement je les donnais en temps et en heure comme prévu, mais ma façon de travailler s'adaptait et ça n'aurait jamais été possible en entreprise typiquement. Mmh. J'adaptais mes horaires, des fois je travaillais le soir, des fois je travaillais le matin. Si j'avais chimio l'après-midi, je travaillais le matin. J'adaptais tout le temps mes horaires, j'étais le plus flexible possible, j'ai pas pris une charge de travail énorme. Par contre, je continuais. Je suis allée dans un espace de cowork, parce que ça me permettait de garder un pied dans le monde normal, parce que sinon on vit cancer, on respire cancer, on mange cancer, c'est pas possible. À 21 ans, c'était hors de question. Oui, en fait, là, tu mets vraiment au cœur, de ta vie, ta santé en priorité. Ouais, c'est vraiment devenu, alors ça l'a toujours globalement été, dans le sens où pour moi la santé, ça passait par bien manger, bien bouger, avoir une vie équilibrée, et cetera. Aujourd'hui, c'est devenu les traitements. Donc là, c'était moins drôle. La santé, d'un coup, prend tout son sens. Mais c'était de me dire, OK, ben maintenant, je dois laisser la priorité à mon corps. Mon corps, il a besoin de se réparer aussi, parce que c'est bien beau de faire la chimio, mais il faut récupérer de la chimio. Et donc, je me suis dit, OK, là, t'as pas le choix. T'as volontairement dit OK pour les traitements. C'était une décision, même si on m'a pas vraiment posé la question, j'aurais pu m'y opposer, hein. Je me suis dit, OK, maintenant j'ai accepté ça. Par contre, j'accepte pas que ça détruise toute ma vie autour. Ça a déjà beaucoup détruit, ça détruira pas ma vie professionnelle et mes objectifs. Donc, priorité à mon corps, en équilibre avec le reste. Tout est une question d'équilibre. Priorité, si j'ai besoin de dormir, je dors. Mais si, quand je suis réveillée, j'ai l'énergie, bah, je le mets dans le travail, je le mets dans le développement de moi-même. Surtout qu'il n'y a jamais eu pour moi la question encore de l'espérance de vie. Tu vois, on m'a jamais dit, bah, dans 4 ans, vous mourrez. Ou il vous reste quelques mois. Donc, en fait, c'est là où tu te dis, OK, là, je suis malade, je le serai toujours, mais de façon passive, sans symptômes. Mais du coup, il faut que je construise quelque chose parce que là, sinon, je ressors de l'année, elle m'aura vraiment servi à rien, j'aurais pas pris d'expérience personnelle. Les traitements, pour moi, tout le monde dit que c'est important, etc. Pour moi, c'est une année un peu perdue si je l'avais passée à faire que ça. C'est ma vision, c'est pas du tout le cas pour toute personne malade parce que c'est en soi, logiquement parlant, oui, c'est une épreuve qui prend tout son sens et qui a lieu d'être et d'être le centre de 100% de ta vie. Mais pour moi, non. Pour moi, je m'étais dit à 21 ans, c'est hors de question que ma santé prenne le pas surtout, et surtout la mauvaise santé. Faire du sport, bien manger, c'est une chose, c'est des choses que tu peux faire au quotidien et qui améliorent ton quotidien. La chimio, ça n'améliore pas ton quotidien tout de suite. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour améliorer complètement mon quotidien à l'avenir, que ce soit professionnellement, sur la santé, surtout. Donc en fait, c'était un complément de ma croissance. C'est-à-dire, je fais les traitements pour me garantir un futur, mais il faut aussi que je me garantisse un futur sur d'autres étages, parce que sinon, j'avancerai jamais. Donc j'ai construit comme ça au fur et à mesure et la santé est passée au premier plan parce que je me rends compte de l'importance que ça a. Même si j'en ai toujours eu conscience, là, ça a pris une autre définition, ouais. Oui, par, cette épreuve de vie, tu as augmenté, ton écoute vis-à-vis de ton corps. Exactement. J'ai vraiment, tu vois, aujourd'hui, tu me dis: «On va en boîte, vendredi soir et on rentre à 3 heures du matin et on boit beaucoup». Je dis: «Non mais moi à 20h30 je suis au lit en fait, hein». Moi maintenant, je sais que j'ai besoin de mes 8 heures et 9 heures de sommeil par nuit, que j'ai besoin de bien bouger toute la journée, de manger correctement. Je dis pas que je bois plus d'alcool et que je suis devenue, parfaite, hein, pas du tout, mais tout est une question d'équilibre.
Et pour moi, l'équilibre, tu vois, aujourd'hui, je ne prendrais pas de plaisir à aller tirailler sur mon corps qui a tout donné déjà pendant un an. Ça me fait même plus plaisir. Pour moi, c'est plus ça qui me fait avancer, qui me donne l'impression d'être jeune. Justement, ce qui me donne l'impression d'être jeune, c'est de prendre soin de moi et d'avoir la liberté de pouvoir encore agir là-dessus et d'améliorer l'avenir qui me reste. Et vis-à-vis de tes perspectives futures, comment tu envisages l'avenir avec voilà, hein, cette maladie qui est passive aujourd'hui, on est d'accord? Oui. Est-ce que tu te fixes des objectifs à long terme malgré les incertitudes? Pour l'instant, c'est très compliqué. Tu vois, là, ça fait deux semaines, peut-être un peu plus que j'ai terminé les traitements. Euh, et me fixer des objectifs, c'est encore... là, je suis complètement perdue. J'ai 3 mois devant moi où je me suis dit, OK, tu prends des vacances, parce que l'an dernier, j'ai quand même monté une entreprise, bossé tous les jours pendant 9 mois en parallèle de traitement chimio et radiothérapie, donc c'est très, très lourd. Je me dis déjà, tu as le droit à des vacances. Maladie ou pas, tu aurais le droit à des vacances dans tous les cas. Donc, juste coupe un petit peu. Donc, typiquement, mes clients, bah, j'ai fini mes contrats. Donc, c'est très bien, j'en ai pas repris tout de suite. Et là, je prends le temps de me reposer. Et en même temps, je m'arrête pas complètement. Tu vois, j'ai rééquilibré en faisant plus de sport, en prenant plus le temps de cuisiner, en voyant plus mes proches. Parce que, pareil, si je m'arrête, je tombe. Surtout que l'après-cancer est tout aussi dur que le cancer, en mon opinion. Donc, je me suis dit non, j'arrête pas tout. J'arrête juste de faire quelque chose qui ne me nourrit plus aujourd'hui. Maintenant, à partir de janvier, c'est la grande question. C'est quoi? C'est qu'est-ce que je fais qui me fasse me sentir bien et vivante, qui soit professionnellement épanouissant et qui me permette d'avancer. Donc là, je sais pas trop. Si tu veux, mon projet dans 10 ans, 15 ans, c'est de construire une famille, d'avoir des enfants. Et aujourd'hui, c'est devenu très important pour moi. Avant, j'y aurais pas pensé, mais quand on m'a dit est-ce que vous voulez préserver votre fertilité avant de commencer la chimio, j'ai dit ah bah d'un coup, oui, je veux beaucoup d'enfants. Tu vois? Donc ça, c'est mon objectif vraiment à plus long terme. Mais là, tu vois, pour le reste de ma vingtaine, c'est très compliqué de me projeter, j'y arrive pas encore. Et c'est là où je me dis, mais à quoi bon avoir fait tout ça si au final, tu sais pas quoi faire? Et donc, c'est constamment l'idée de me dire, bon, là, qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis mise au crochet. Ça détend, ça marche bien. Parce que je me dis, autant que je fasse des bonnets et des couvertures, hein, franchement, enfin, j'en suis, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est priorité sur faire des choses qui me font plaisir. Et ensuite, je pense que ça se construira au fur et à mesure, mais c'est compliqué de se projeter quand le monde entier que je connaissais a été retourné et que moi, je m'étais toujours dit, tant que mon corps il tient, je tiens. Et là, il tient plus. Et tu te dis, bon, eh ben, va falloir faire autrement. Je te trouve très, très mature. Et peut-être que d'ailleurs, avec cet épisode de vie difficile que tu as vécu, ça t'a fait gagner en maturité Mm. et ça a remis complètement tes perspectives différemment parce que là, oui, tu as des priorités qui sont différentes peut-être qu'il y a un an. Mm. Ouais, complètement. Après, c'est vrai que j'ai toujours eu cette espèce de maturité qui est venue de mes différentes expériences de vie, du fait que j'ai beaucoup voyagé, j'ai été très indépendante par choix, hein, autonome par choix, pas parce que mes parents m'ont imposé, mais j'ai toujours eu besoin de faire mes trucs et d'avancer dans ma direction. Et du coup, je me suis vachement éduquée sur certains sujets des enfants, même la maladie. C'est des livres que je lisais quand j'étais plus jeune parce que ça m'intéressait et je voulais voir ce que c'était. Et du coup, ça m'a fait grandir très rapidement, même quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, avec la maladie, tu vois, j'ai 21 ans, mais des fois, je me dis: «Mais j'en ai 50, c'est pas possible». Alors c'est c'est super et d'un autre côté, c'est tu vois, pour t'entendre avec des gens de ton âge, c'est plus compliqué parce que quand tu vis un épisode comme ça, une période comme ça te met en décalage. Déjà tout court et encore plus quand, bah, tu vois, la question de la mort, la question de la vie, c'est des questions, moi, qui sont devenues au centre de mon quotidien, alors que pour des gens de mon âge, pas du tout. Alors à des années-lumière. Donc ça sépare beaucoup et en même temps, c'est là où tu te rends compte quelles sont les personnes importantes, quelles sont les personnes avec qui tu as des valeurs en commun. Ça met en fait, ça surligne les trucs importants de ta vie. Fondamentalement, c'est ça. On te dit là, tu as tout un bouquin sur ta vie et on a surligné les passages et tes valeurs et les choses importantes en fait de qui tu es, de ce dont tu as besoin. J'ai vraiment compris les besoins que j'avais. Et du coup, c'est limite une base plus solide pour construire derrière, mais il faut encore qu'elle se solidifie un peu avant de pouvoir construire dessus. Et si tu pouvais transmettre un message à toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, en particulier bah, aux personnes qui traversent des épreuves de santé, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je pense que c'est OK de, de ne pas être OK avec la situation. Tu vois, avec le cancer, on a tendance à avoir un positivisme forcé. Tu vois, moi, on m'a toujours dit non, mais il faut sourire, il faut être positif, ça va aller, etc. J'ai envie de dire non, mais en fait, c'est OK si ça va pas.
C'est OK, tu as le droit de pas aller bien, tu as le droit de pas y voir le sens. Tu as le droit de juste être perdu et vouloir, que ça s'arrête, en fait, parce que c'est normal, c'est une épreuve pourrie, c'est un moment de ta vie qui est pourri. Que tu mettes du sens derrière ou non, c'est OK, mais tu es même pas obligé d'y mettre du sens parce que souvent on nous dit: «Non, mais ça va te rendre plus fort». En fait, même, tu as juste le droit de dire: «OK, c'est une période pourrie et j'ai hâte que ça se termine et on verra après, mais là, ça va pas» et tu as le droit de ne pas aller et tu as le droit de ne pas réussir à te projeter, de pas construire, de plus avoir envie de rien. À un moment donné, la vie, elle a pris un virage à 360 degrés qui était pas du tout prévu. On n'a pas à devoir être positif tout le temps dans n'importe quelle situation et à se dire: «On va en ressortir plus fort». Il y en a qui sont capables de le faire et c'est super, mais moi, j'ai tellement pas eu de témoignages de gens qui me disaient: «C'est OK que tu sois mal, c'est OK que tu ne comprennes pas ou que tu ne veuilles pas continuer», que je me sentais mal. Parce que du coup, enc ça empire la chose. Tu te dis: «Mais je suis la seule à me sentir comme ça, je suis la seule à pour qui ça se passe mal, qui n'a pas envie de continuer comme ça». Et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent, mais qui l'enterrent et c'est encore pire du coup parce que ça fait la soucoupe, qui va exploser. Il y a trop de trucs dedans et à un moment donné, ça va exploser encore plus fort. Donc moi, je me dis: «Là, au moins, j'allais pas bien, je l'ai accepté et j'ai rien fait pour changer la situation parce que ça a le droit de ne pas aller, c'est légitime et tout arrivera au bon moment donné et à un moment donné, il y aura un déclic où les choses se construiront de sorte que ça ira mieux. Mais si là, on n'a pas envie de le voir, parce que c'est aussi une réalité, on n'a pas forcément envie de voir le fait que ça ira mieux, ben c'est OK et moi, j'aurais eu besoin d'entendre ça, ouais. Merci, merci pour ton partage. C'est très précieux ce que tu dis. Comment on peut te contacter, Maya? J'ai les réseaux sociaux, donc il y a Instagram et TikTok où je suis principalement active, mais je réponds très souvent aux messages et aux commentaires, donc si vous voulez discuter, il y a avec grand plaisir. Je mettrai tous les liens en description. Un grand merci pour ton authenticité, ta vulnérabilité. C'est vraiment un honneur de t'avoir avec moi là sur ce podcast. Et je te souhaite vraiment le meilleur et je suis sûre que tu vas encore te relever et réussir à atteindre tes objectifs. Merci à toi d'avoir su accueillir, ces paroles et ce témoignage qui est légitime et qui, je pense, a besoin d'être entendu par plus de monde. Oui, c'est important. C'est important de le transmettre. Exactement. Merci Maya. Merci à toi.